Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de Knuckles. Je pense que je l'ai prononcé comme de la merde, mais bon. C'est comme ça, on va le faire à la française, ça va être plus compréhensible pour tout le monde pendant le reste de la vidéo, Knuckles. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette course semi-classique belge, un petit peu sous-estimée du calendrier. Et on va voir un petit peu les coureurs au top, les flops, pas de bilan des bleus, mais il y aura quand même une équipe française dans les tops. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant cette journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez également faire un super thanks, ça c'est très sympathique, ça permet de soutenir la chaîne et je remercie les gens qui le font. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez aussi mettre toutes les notifications. EPS 2.0 sur Spotify, l'épisode pour le moment qui n'a toujours pas été écrit, l'épisode que je voulais sortir vendredi, qui devait déjà sortir la semaine dernière, n'est toujours pas écrit, donc je ne sais pas s'il sortira vendredi, mais sinon il sortira samedi, dimanche en cours de semaine prochaine, parce que là il faut vraiment qu'il sorte. Et puis, n'hésitez pas également à aller voir TikTok. Il y a du contenu de temps en temps. Voilà, sur TikTok, il y a pas mal de compétitions, surtout le week-end. Voilà. Eh bien, le Corse classique, un peu sous-estimé dans le calendrier, je disais, parce que Corse, pour beaucoup, c'est un peu une course pour sprinter. Or, c'est un sprint qui est vraiment pas évident. Parce que le dernier kilomètre, vous avez des pavés et c'est un sprint en faux plat montant. Vraiment très difficile sur les 300 derniers mètres, je dirais 300-350 derniers mètres. Du dernier virage à l'arrivée, c'est vraiment un faux plat montant et c'est vraiment un sprint pas facile. Et on le voit, hein, on a un top 10 qui est assez surprenant, assez souvent sur nos cœurs corseux parce qu'on a quand même des coureurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je trouve que c'est l'un des sprints les plus compliqués de la saison. Et je trouve qu'on sous-estime cette course, que cette course n'est pas énormément regardée. Alors c'est peut-être parce que c'est un mercredi, mais voilà, je trouve qu'il y a un charme à nos corseux que vous n'avez peut-être pas forcément sur d'autres épreuves belges de la saison, qui sont parfois peut-être un peu mieux classées. Pas mal de chutes cette année sur le parcours de cette édition, déjà parce que vous avez des routes pavées et des routes étroites quand même dans le final de cette épreuve, mais aussi parce que on avait de l'humidité, pas mal d'humidité sur la route, ce qui a été parfois compliqué à gérer, notamment pour Victor Campenaerts, qui a pas passé une très bonne journée, mais il y a eu des bingos, il y a eu d'autres coureurs, voilà, il y avait de la boue également sur le bord de la route, donc forcément ça s'accumule un petit peu sur votre roue avant, et puis parfois vous avez plus de freinage ou le pneu glisse un petit peu. Je rappelle qu'un pneu de route vélo de course, c'est quand même pas très large, c'est pas une route VTT. Alors même si on a des sections plus larges parce qu'on a des pavés, ça reste quand même des roues assez étroites et parfois voilà, on a du mal en termes de stabilité. La course a été énormément animée, notamment par l'Auto Destiny, qui a pas arrêté d'attaquer pendant les 60 derniers kilomètres. Vraiment, ça a été incessant. Dès les images en fait qu'on a eues sur Eurosport, parce que moi ça j'ai regardé Milan-Turin et Noceur-Corseux d'affilée. Milan-Turin, il y aura le débrief, je l'enregistre on va dire dans la foulée. Mais le débrief sera en ligne plus tard, bien entendu, le temps que mon internet de qualité se mette en route. Et encore, vous n'avez pas vu l'internet ce matin. Là encore, cet après-midi, c'était réactif. Ce matin, c'était vraiment une horreur. Pour faire la vidéo sur la Formule 1, ça a été une catastrophe vraiment en termes de vitesse. Quand la fibre. Mais ouais, pas mal de chutes. Et puis une étape, vraiment une course animée, énormément animée. Notamment par les coureurs de la Lotto qui n'ont pas tenté, essayer d'attaquer à tour de rôle. La Groupama également en fin de journée a pas mal attaqué, donc voilà, c'était une course assez plaisante à regarder, et le sprint final s'est fait quand même en petit comité, on avait une vingtaine de coureurs dans le dernier kilomètre, donc ça c'était très intéressant. On regarde tout de suite les coureurs au top.
Attaque de Marlou! Parmi les coureurs au top, je commence avec Tim Merlier. 2 années d'affilée et 2 années d'affilée où il est impressionnant. Merlier, c'est vraiment un sprint qui correspond à ses qualités. Merlier, c'est un coureur qui est très puissant. C'est un sprinter qui vraiment est surpuissant. En Merlier, c'est sa qualité. C'est un sprinter grand gabarit, hein, Merlier déjà. Donc forcément, il envoie des watts. C'est presque un sprinter long, on pourrait dire. Il fait plutôt partie de la catégorie des sprinters longs. C'est pas un mec qui va faire des sprints sur 150 mètres. C'est vraiment un sprinter qui peut parfois partir aux 250 mètres. Là, il est parti de loin. Alors, il est parti un petit peu de trop loin parce qu'il part avant le dernier virage. C'est-à-dire qu'il a dû faire au moins 350 mètres, 400 mètres de sprint. Vraiment, il est parti de très très loin. C'est un sprint vraiment de déménageur qui nous a réalisé Merlier. Mais ça a bien marché aujourd'hui pour le coureur belge, et il a été aussi impressionnant que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, quand il gagne le Cœur Corseux, je pense que vous pouvez regarder la vidéo de l'année dernière, je dois dire à peu près la même chose sur Merlier. Il est surpuissant, mais vraiment surpuissant. C'est-à-dire qu'il part, il décolle tout le monde de sa roue, il colle, je crois me rappeler, 10 ou 15 mètres à tout le monde. Mais vraiment, quand il part, il part de plus loin, c'est-à-dire plus proche de la ligne d'arrivée que cette année. Mais là, cette année, c'était un sprint qui était extrêmement décousu. Il n'y avait plus d'équipier dans le final pour Merlier. Il y avait encore une échappée de 3-4 coureurs devant, notamment avec un coureur de la Groupama, c'était Laurent Spiti. Et là, il fallait vraiment tenter le coup, et il a tenté le coup, et ça fait vraiment un très très beau sprint pour Tim Merlier. Il pourra remercier aussi Van der Berge qui a vraiment contrôlé la course à certains moments de manière assez impressionnante, et il a vraiment pris de la caisse, ce coureur, pendant l'intersaison, parce que le dernier temps j'étais souvent assez critique. C'est-à-dire, pour moi, c'était pas le coureur le plus impressionnant du peloton, loin de là, Van der Berge, et j'avais été très critique avec lui, notamment sur le Tour de la Sarthe l'année dernière, où c'était lui qui était poisson pilote de Cavendish. J'avais pas trouvé ça d'une grande idée. Mais là, vraiment, Merlier, vraiment très intéressant, et Van der Berge qui a fait du bon boulot dans le final. Et je pense que Merlier peut remercier Van der Berge. Il peut aussi un petit peu remercier la Trek, parce que c'est vrai que dans le final, la Trek a pas mal roulé. Bon, Edward Theuns fait deuxième, hein, mais Edward Theuns, c'était pas forcément le meilleur sprinter du groupe. Donc je pense que... Enfin, surtout, tu sais qu'Edward Theuns, face à un Merlier, il peut pas faire la comparaison. Donc, ouais... Après, ils prennent la deuxième place aussi. Trek, ça fait des points UCI. Et ils en ont pas tant que ça, Trek. Après, bon, il n'y avait pas forcément intérêt. Si tu voulais chercher la gagne, fallait lâcher Merlier. Alors, soit Edward Theuns aurait dû attaquer avant, mais fallait pas rester avec Merlier dans le final, parce que forcément, tu savais qu'avec Merlier, tu avais très peu de chances de gagner, surtout sur cette arrivée-là, qui lui convient extrêmement bien. On poursuit avec la Groupama. La Groupama FDJ, très bonne course avec les petits jeunes, hein, les Wissasquier, Watson, Pitti, Davy, Clément Davy également qui a été bon. Ils ont une belle relève pour les courses flandriennes. Alors oui, ils ont déjà Stephen Kung, ils ont déjà Valentin Madouas, hein, sur les flandriennes. Mais ils ont une belle relève, parce que Davy, il a fait un super boulot aujourd'hui. Il était vraiment très présent à l'avant de la course, de 60 bornes de l'arrivée, je dirais, à une vingtaine, 25, 20 km de l'arrivée. Il était vraiment très très présent, de Clément Davy. Et puis ensuite, on a vu une belle attaque de Samuel Watson à 12-13 km de l'arrivée. Je ne sais plus précisément, il a tenu bien 5-6 km à l'avant de la course. Lewis Husky qui finit troisième, je crois, de la course, je crois me rappeler. Non, il finit 5e de la course, pardon, un peu plus loin, mais c'est une belle performance. Laurent Spiti qui est également dans le groupe de 3-4 coureurs, qui finit 8e, alors qu'on sait que le dernier kilomètre est vraiment pas évident. Donc non, c'est vraiment une belle performance de la part de la Groupama FDJ, avec une équipe qui pourtant était jeune au départ de cette épreuve, mais une équipe qui aime les pavés aussi. Et c'est là où, quand je dis qu'il y a une belle relève pour cette formation, c'est que ça se voit tout de suite, quoi. On sent très bien que c'est une équipe qui, à l'avenir, pourra vraiment performer sur ce type d'épreuve encore dans les années à venir, parce que Sam Watson, quand vous le voyez sur le vélo, vous dites
Lui, c'est un mec qui aime les Flandriennes. Ça ne bouge pas d'un poil. C'est impressionnant, Watson. Je le regardais quand il attaquait. Mais c'est pas la première fois où ça me le fait avec Watson. Je sais pas si ça me je sais plus sur quelle course il avait déjà été parti comme ça, assez loin de l'arrivée. Je m'étais dit, ah oui, vraiment, c'est impressionnant. Ça ne bouge pas des épaules. C'est rare, comme ça, les coureurs sur les pavés qui arrivent à être vraiment le haut du corps, ça ne tremble pas, ça ne bouge pas. Et ça, normalement, c'est quand même une très grande qualité. Parce que ça veut dire que tu es un solide. Et les solides, normalement, sur les pavés, ça performe plutôt pas mal. Moi, il y avait un coureur, c'était Bäckstedt, qui était capable d'être très performant comme ça sur les pavés. Ça bougeait pas d'un poil. Après, Bäckstedt, c'était le double de gabarit en plus de Watson. C'était impressionnant. Bäckstedt, c'était une masse. Pour ceux qui l'ont connu, coureur cycliste, le Suédois. C'était un déménageur. Tom Boonen à côté, c'était un petit gabarit. Donc ouais, vraiment une belle course de la part de la Groupama FDJ qui fait quand même un beau début de saison. Cette équipe, même s'il y a des ratés, encore une fois, sur les sprints avec Arnaud Démare, pour l'instant on ne s'est pas encore trouvé parfaitement, il y a des ajustements, mais je m'attendais à ce que ça soit encore plus compliqué que ça, très clairement pour la Groupama FDJ, parce que quand ils ont annoncé l'arrivée de 7 jeunes coureurs, je me suis dit c'est bien. C'est une belle prise de risque, je trouve. Et c'est des coureurs de qualité et au moins ils ne seront pas dans d'autres formations. Mais il va falloir s'adapter et ça au monde professionnel, au monde du World Tour. Et ça parfois c'est un petit peu compliqué. Pour le moment ça se passe plutôt bien du côté de la Groupama FDJ. Ça se passe vraiment mieux que à quoi je m'attendais. Ce n'était absolument pas français, mais il est 18h11, on est fatigué. On poursuit avec un dernier coureur, c'est Milan Menton. Très belle performance de Milan Menton, 3e aujourd'hui. Encore une place d'honneur. Ça devient vraiment l'homme providentiel quand vous n'avez pas Arnaud Delis ni Caleb Ewan sur les sprints. Et c'est vraiment un coureur qui va être très intéressant à suivre. On rappelle qu'il a remporté une course en ce début de saison, la 3e sur un sprint à Nokere-Corset qui est pas facile, vainqueur du Samin quand même, il faut le rappeler, 2e du Grand Prix Criquelion, 6e du Albert Ateres Profonde Vendrante. Également, voilà, c'est un mec qui aime les classiques et là, c'était vraiment très bien de la part de Milan Menton, belle performance. 3e place, voilà, pour un coureur qui rejoint pour la première année une grosse structure parce que Bingoal à côté, c'est vraiment un nain par rapport à la Lotto Destiny et ça fait partie des bons recrutements pour le moment de la Lotto Destiny. On va le revoir sur le Grand Prix de Denain demain. Qu'on suivra sur la chaîne jeudi après-midi et puis il sera sur le Tour de Catalogne également parce qu'ils n'ont pas forcément 150 cartes en montagne qui mis sur les sprints, la Volta Limburg Classique début avril et puis une autre course néerlandaise également après la Volta Limburg Classique, mais c'est un coureur vraiment qui a des très très bonnes qualités, très puissant aussi et là c'est ce qu'il fallait sur ce sprint là aujourd'hui. Donc belle performance de Milan Menton et puis ça permet de récompenser également son équipe qui a été omniprésente à l'avant de la course. Vraiment aujourd'hui ils ont fait une très belle performance du côté de sa formation. Ils n'ont pas hésité à relancer la course. Je pense à Jasper De Beust notamment. Je pense à Campenart, mais je pensais surtout à De Beust et à Vermersch qui ont tenté dans le final de cette épreuve d'animer la course, voilà, de remettre du rythme dans cette épreuve. Bon, voilà, et un beau sprint de Milan Menton. Lewins également qui est tombé, mais qui avait fait du bon travail jusque maintenant en début de journée. Voilà, ils ont vraiment animé la course et donc ce podium est une belle récompense sur cette course de mouvement qu'ils ont essayé de créer du côté de la Lotto Destiny. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, j'en ai mis 2. Alors, il faut savoir que là, pour le moment, j'ai le classement seulement du top 10. Il est 18h14. Pourtant, ça arrivé depuis quasiment 50 minutes. Mais pour l'instant, sur Pro Cycling Stats, j'ai pas le top 10 du côté de ce classement. 3 flops aujourd'hui pour cette étape. Je commence avec Victor Campenart. C'est un flop, c'est sévère, vous allez me dire, mais au bout d'un moment, quand tu as 2 chutes en 20 bornes, bon, je veux bien une chute, que tu fasses une erreur,
voilà, parce qu'il tombe, il y a de l'humidité, mais ça veut dire que 2 chutes. Alors, soit tu as pris des risques au niveau matériel, je serais assez surpris, parce que Campenard, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise tout au niveau du matériel. Enfin, c'est impressionnant, et tous les coureurs le disent. Ex-coureurs professionnels le disent, Campenard c'est un taré du matos. Voilà, ça fait partie de ces coureurs qui connaissent tout, qui dès qu'il y a une évolution dans une équipe veut la même évolution s'ils considèrent que c'est intéressant. Donc ça m'étonnerait qu'il n'ait pas choisi la bonne pression de pneus. Campenard, après ça peut arriver, hein, vous pouvez prendre des risques au niveau des pressions de pneus, tenter de mettre un peu plus de barres, sauf que dès que vous arrivez sur les pavés, vous rebondissez, c'est un petit peu plus compliqué à manier. Mais ouais, 2 chutes quand même en peu de kilomètres pour Campenard, c'est un peu dur aujourd'hui. C'est quand ça veut pas, ça veut pas, certains diraient, mais au bout d'un moment, c'est aussi un petit peu de la technique. C'est-à-dire que quand ta technique sur le vélo est parfois pas parfaite, ou soit t'étais pas assez concentré, soit t'étais pas dans de la course, je sais pas, mais c'est quand même un petit peu dommageable. Et puis une chute, ça peut toujours avoir des conséquences, surtout sur les pavés, parce que quand vous tombez sur les pavés, c'est pas propre les pavés, il y a de la boue, donc il faut désinfecter très vite et parfois changer les pansements régulièrement, je dirais. Et voilà, ce sont des blessures parfois qui sont un peu plus contraignantes que sur des terrains un peu plus propres, on va dire, ou des routes un peu plus propres. Mais voilà, Campenard, ouais, il y a un moment, une chute, je veux bien, 2 chutes. Alors soit on a fait une erreur au niveau de la pression des pneus, mais soit on a pris peut-être un peu trop de risques sur les trajectoires, on a voulu prendre les virages un peu trop vite. Et puis, bon, on fait des erreurs, et ça, c'est un petit peu une erreur. Voilà, un cycliste professionnel, ça doit savoir aussi tenir correctement sur un vélo. Et là, aujourd'hui, pour Campenard, c'était pas le cas. C'est un petit peu dommageable, parce que vu comment la course a été animée, il y avait peut-être quelque chose à tenter dans le final pour Campenard. Il n'a pas pu le tenter, parce que forcément, il a perdu du temps. Par contre, au niveau des jambes du côté de Campenard, les jambes sont bonnes, elles sont aussi bonnes que celles qu'il avait l'année dernière. Donc c'est un coureur qui serait important dans le collectif Lotto Destiny, s'il ne tombe pas, parce qu'il a plutôt des bonnes jambes, comme l'année dernière. Hein. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu un objectif pour lui dans la saison, les Flandriennes, alors qu'auparavant, c'était le contre-la-montre, son objectif. Deuxième équipe, pardon, deuxième flop, c'est une équipe, c'est Uno X. Encore très discret aujourd'hui, Uno X. Alors, j'ai pas le classement du premier Uno X parce qu'il n'était pas dans le top 10. Mais je trouve que on les a très peu vus. Alors, ils étaient pourtant nombreux dans le peloton. À un moment, il y a une caméra d'hélicoptère à 25 bornes de l'arrivée et on le voit. Il y avait 6 coureurs Uno X qui étaient présents. Normalement, c'est quand même un terrain qui leur réussit plutôt pas mal. Après, ils n'avaient pas sorti la grosse équipe non plus, hein, mais Alvorsen, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit peut-être dans le top 10 quand même, hein, ce coureur-là. Et puis si tu n'as pas forcément la grosse équipe, tu prends l'échappée, où tu tentes d'attaquer à 25 bandes, 30 bandes de l'arrivée. Là, je les ai trouvés très discrets, et c'est vrai que déjà sur les courses d'ouverture en Belgique, je les avais trouvés pas très fringants. Là, c'est une nouvelle course où je les trouve pas très fringants. Pour le moment, Uno X, je les trouve assez discrets par rapport aux années précédentes. Alors parfois, ils ont fait des bonnes courses. Hein. Encore une fois, on peut trouver une équipe discrète, mais parfois, elle réussit à faire du bon job. Je pense notamment sur Paris-Nice, le maillot à poids. Ou sur d'autres... là, j'ai plus d'autres courses en tête, mais je sais qu'il y a une autre course où je les avais mis plutôt au top. Mais c'est vrai que sur ce début de saison, je les ai quand même pas mal mis bonnet d'âne pour le moment. Je les trouve très discrets, et ils sont quand même assez loin désormais. Hein. Au classement UCI, ils ont pris un petit peu de retard pour aller chercher la 18e place qualificative pour le World Tour en 2025. Or, c'est un objectif quand même de Uno X dans la suite de sa... pour grandir, voilà, du côté d'Uno X. Et là, c'est vrai, je les ai trouvés un petit peu en dedans. Alors c'est dommage, parce qu'encore une fois, il y avait 6 coureurs dans le final, mais ils étaient 5, hein, pardon. Mais ouais, je les ai trouvés trop discrets sur une course comme ça. Il faut se montrer quand même de temps en temps.
Surtout quand t'as pas forcément le sprinter qui peut peut-être aller chercher un grand résultat, bah il faut peut-être aller tenter des choses. Alors après, je vois qu'il n'avait pas le dossard 101 au départ, donc peut-être que le leader de l'équipe, je ne sais pas qui ça devait être au départ, peut-être un Rasmus Stillard n'a pas pu prendre le départ, peut-être un peu de fatigue, peut-être Covid, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques cas de Covid, notamment Michael Matthews qui ne pourra pas prendre le départ de Milan-San Remo. Voilà, il y a quelques coureurs voilà, qui sont souffreteux en ce moment. On a des cas de diarrhée, des cas de Covid. Bah oui, on est encore en hiver, hein, dans ce mois de mars. Le printemps, c'est dans 6-7 jours. C'est le 21. Donc voilà, il faut toujours faire attention. Puis on n'est pas encore en avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Comme dirait le dicton. On termine avec Ackermann. Alors, là, c'est encore un problème avec UAE, mais je crois que j'avais peut-être même dit la même chose l'année dernière. Je crois qu'Ackermann était flop déjà l'année dernière. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi on emmène Ackermann sur les classiques pavés. Ça reste pour moi une énigme. Je trouve que ce coureur-là n'est pas bon sur les classiques pavés. Alors, je ne sais pas si c'est un choix de sa part, qui veut forcément aller sur les classiques pavés parce qu'il adore ça. Mais je trouve que Ackermann, je le regardais à un moment, je voyais les images en caméra de devant. Je trouve qu'il est pas bon dans sa manière de rouler sur le pavé. Je trouve qu'il emmène souvent un gros braquet. Ça pédale pas en douceur du côté d'Ackermann. Et je trouve qu'en fait, il est pas bon. Il n'a pas eu de grands résultats hein, sur ce type d'épreuve. Alors même là, vous allez me dire, nos cœurs corseux, c'est convient quand même plutôt aux sprinters. Oui, mais tu dois avoir quand même 15 bandes de pavés ou 20 bandes de pavés sur la journée. Si tu sais pas les passer, les pavés, on va y arriver, eh bien c'est quand même pas top. Donc Ackermann, mais je pense que c'est une erreur du AE de l'emmener à chaque fois sur ce type de course, parce que Ackermann, il a jamais été bon sur les pavés. Alors je ne sais pas pourquoi on l'emmène, je ne sais pas si c'est un choix de sa part ou si c'est un choix de l'équipe, mais je trouve ça assez surprenant, surtout que tu as quand même Bax qui est pas mauvais, voilà, dans cette équipe, tu as Pogacar aussi qui est pas mauvais sur les pavés. Alors là, Pogacar il se prépare pour Milan-San Remo, donc il n'allait pas aller sur cette course-là. Mais si t'as pas énormément de coureurs qui sont performants sur ce type de preuve, bah, autant ne pas s'inscrire à Nocco-Corso. Autant aller peut-être plutôt à Milan-Turin pour Ackermann, où il avait peut-être plus de chances de s'imposer à Milan-Turin. Parce que là, c'est vrai que c'est le type d'épreuve où il continue d'y aller. L'année dernière, je me souviens, il y était. Alors qu'il est pas bon sur ce type d'épreuve-là. Moi, je l'ai jamais trouvé bon. Alors peut-être que lui, il se trouve bon. Peut-être qu'il y a des mecs dans l'équipe qui le trouvent bon. Bah, j'ai jamais trouvé bon. Ackermann, et en plus il est tout le temps leader et on le voit jamais dans le final de course, donc voilà, je suis toujours ou assez rarement. Alors là il a été pris je crois dans la chute à 1 km sous la flamme rouge où il y a une chute dans un virage, mais ouais, c'est un peu dommageable de toujours vouloir l'emmener alors que pour moi il n'est pas très performant dans ce type d'épreuve. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Demain, Grand Prix de Denain. Demain également le débrief de Milan-Turin parce que je pense que le temps que cette vidéo s'upload, eh ben, j'aurai pas le temps d'uploader également Milan-Turin de l'autre côté. Et puis d'ici là, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao!